merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie de votre émission Loupe. Je rappelle que nous avons comme invité Madame Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre au Mali, altermondialiste, écrivain, femme de lettres, etc. Madame Rokhaya Dabafal, ingénieure agronome, présidente de beaucoup d'associations, dont l'Association des femmes universitaires du Sénégal, et Kourani Diarra, journaliste formatrice qui bénéficie également, qui a également une solide expérience dans le domaine de l'humanitaire. On revient toujours à la situation de la femme dans cette pandémie. Et on parle de femmes, mais en fait, moi, je parle tout simplement de familles. Des familles de plus en plus désintégrées, déstructurées pour beaucoup de raisons. Il y a également l'aspect éducation dans les écoles qui ne répondent pas aux normes. Alors, question à vous, mesdames, est-ce qu'il ne faut pas penser, est-ce qu'il ne faut pas repenser très sérieusement maintenant le modèle de l'éducation formelle dans nos États? L'éducation, c'est ça notre cheval de bataille dans le cadre de l'éducation. Et nous avons toujours dit, et nous le dirons après Nelson Mandela, que c'est notre outil, c'est le seul outil qu'on a pour pouvoir changer les choses. Nous avons hérité d'un système éducatif français, pour ce qui est en tout cas des pays francophones, et le Mali, le Sénégal, etc. Nous avons hérité de ce système qui n'est pas un système performant, d'après toutes les analyses qui ont été faites, comparatives qui ont été faites en Europe et dans le monde entier. C'est un système qui est en pleine régression. Qui est en pleine régression pour les sciences, qui est en pleine régression pour beaucoup de domaines, beaucoup d'indicateurs qui ont été analysés au niveau de cette analyse. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de ce système? Jusqu'à combien on l'a adapté à nos réalités? Pas du tout. Pas du tout. On a juste changé, parce que c'était un peu trop fort au départ, que de chanter nos ancêtres les Gaulois. Donc, après ça, on a enlevé tout simplement ça. On a remplacé Bernard par Toto. On a remplacé Alice par Bita. Mais le contenu lui-même, on ne l'a pas changé. On ne l'a pas changé fondamentalement. C'est toujours aller vers une culture qui n'est pas nôtre. Donc, tant qu'on sera là, du point de vue de l'éducation, on n'aura pas une éducation de développement. Ce sera toujours le fameux problème de ne pas construire dans l'humain pour que l'humain puisse être l'outil de ce développement. Et l'investissement dans l'humain a vraiment fait défaut. De la femme, parce qu'il faut le dire, dans cette éducation héritée, la femme est complètement mise en arrière, aussi bien dans le domaine de l'éducation du point de vue global. Quand on nous dit que maintenant, oui, à l'école primaire, c'est 50-50, et même parfois, c'est un peu plus de femmes, non. Le problème n'est pas l'école primaire, le problème, c'est tout le cycle. Et quand on arrive au bout du cycle, on se rend compte que les sciences, c'est encore pour les hommes, et que les femmes se limitent à autre chose, à des matières qui ne sont pas réellement des matières qui agissent dans un développement quelconque. Je ne veux pas mettre en doute les matières littéraires, parce qu'on en a besoin. Loin de ça, loin de là, mon idée. Mon idée est tout simplement de dire que les sciences sont importantes dans le développement d'une société. Et les femmes sont en dessous, en deçà. Dans le monde entier, c'est 30%, on dit. Mais quand on parle de l'Afrique, il faut diviser ces 30% par 3 ou par 10 plutôt, pour arriver à un pourcentage infime de femmes dans les sciences. Moi, je pense que l'éducation, on n'en a pas fait encore ce que Nelson Mandela nous a appris. On n'en a pas fait encore l'outil qu'il faut pour aller dans le sens de notre développement. Et il est temps, oui, il est temps vraiment de les repenser très sérieusement. Oui, il faut le faire. Avez-vous partagé Aminata Dramane Traoré? Oui, c'est un système à double vitesse, quoi. Vous avez, c'est comme la santé, les centres de santé, tout est à double vitesse dans nos sociétés, et même plus. Donc, c'est une école élitiste
elle est comme elle est parce qu'en raison du projet de société, quand vous pensez, vous vous projetez dans l'avenir, vous avez une conscience claire de là où vous voulez que votre pays, votre société aille, et vous définissez le contenu de l'éducation doit être fonction de ce que vous avez envie de devenir. Là, on est encore dans Jakarta. Et si vous n'avez pas une perception claire de qui vous êtes, ce que vous voulez pour vous-même, pour les générations futures, vous êtes encore à la remorque de la Banque mondiale, dont les experts viendront vous dire ce qu'il faut faire. Mais aussi, ça, c'est un système éducatif handicapé, mutilé, parce que les programmes d'ajustement structurel ont infligé de graves préjudices à cette école. C'est ça. Donc, c'est eux qui nous ont dit à un moment donné qu'il fallait dégraisser le mammouth, je ne sais pas comment on le dit là-bas en Occident. Donc, on a mis au chômage et toute une génération d'enseignants sous prétexte qu'il fallait gérer la masse salariale. Et aujourd'hui, il faut voir qui enseigne nos enfants dans ces écoles privées et qui sont des petites boutiques un peu partout, subventionnées par les États. C'est catastrophique. Donc, comme je vous dis, ici, on n'est pas suffisamment fort. On n'a pas une capacité d'analyse et de proposition pour contrer ce qu'on vient de vendre. Parce qu'ils savent très bien, ailleurs, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on sait, et regardez, bon. Maintenant, il y a la question de la langue. La question de la langue. Moi, je me dis, et si dès le bas âge, si je devais commencer à apprendre en langue nationale, en bamana, peut-être que j'irais aussi vite qu'un petit italien ou un petit anglais. La langue parlée dans la famille, c'est la langue que tu as à l'école. Mais chez nous, regarde toute la difficulté d'apprendre d'abord le français avant de pouvoir apprendre le contenu de l'enseignement. Alors, c'est catastrophique. Mais on le dit depuis combien de temps? Mais personne ne veut d'une véritable école. Je sais, mon ami Boris Boubacar Diop se bat et je trouve remarquable tout ce qui se fait. Oui, tout à fait. Certains d'entre nous. Mais bon. Mais bon, Kouradi, c'est dommage. Kouradi, vous pensez... Non, c'est dommage, mais je pense qu'à force de... Madame Traoré a raison, depuis le temps qu'on le dit et que rien ne change. Je pense qu'il est temps peut-être pour nos pays d'identifier nos besoins. La Chine l'a fait. Identifions nos besoins. De quoi on a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Et de faire des formations à ça. Il y a beaucoup de déperditions scolaires. Mais si ces jeunes-là, est-ce que l'éducation telle que proposée aujourd'hui peut les intéresser? Non. On a la preuve que non. Et de plus en plus. Donc, il faut nécessairement changer. On ne peut pas continuer comme ça. Ce qu'il y a, c'est que, au-delà, concernant cette question de la langue, par exemple, en Afrique de l'Est, je pense que la question a été résolue. Moi, j'ai vécu au Burundi, où l'éducation se faisait en Kirundi, où je rencontrais rarement des jeunes avec qui on pouvait se comprendre parfaitement, parce que, parce qu'il fallait parler le Kirundi, et j'ai dû me mettre au Swahili pour me faire comprendre partout, des jeunes qui sont dans l'administration et tout. Au Rwanda, c'est pareil. À un moment, ils ont fait le choix de l'anglais. J'ai dit, ils ont eu raison. Il faut qu'on puisse, nous, avoir ce courage-là. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, on aurait pu miser sur le Djoula, miser sur le Haoussa, miser sur le Fulani. Ça aurait pu nous aider, encore une fois, à avoir beaucoup plus de gens qui répondent à cette... Et vous voyez dans notre métier, les chaînes de radio, télévision très influentes, elles sont en train maintenant d'ouvrir des services Manding, Alpulaar, Bambara, etc. etc. Le problème, Mamlika, c'est pas ça. Le problème, c'est... Là, c'est une pierre dans le jardin de RFI. Mais je pense que le problème... En tout cas, c'est pour mieux étendre leur mainmise ou leur domination sur notre continent. Mais les gens qui interviennent, je ne sais pas comment le dire, souvent on a ce mécanisme de pensée occidentale. Et malheureusement, même au niveau des intellectuels, souvent, ce qui n'a pas été, je vais dire, qui n'a pas reçu l'onction de l'Occident n'est pas bon.
C'est le problème qu'on a avec ces fameux vaccins dont vous parliez tout à l'heure. Je pense qu'il faut identifier nos besoins. Il faut, aujourd'hui, si par extraordinaire, Rokhaya Daba disait, je vais créer une école qui puisse faire dès le jardin ou dès l'élémentaire, c'est ce que ma fille a vécu au Burundi, où déjà à la maternelle, elles avaient leur potager, on leur apprenait à cultiver des choses pratiques. La vie pratique africaine, qu'on leur apprenait déjà à la maternelle. Aujourd'hui, si tu le faisais à Dakar, combien de parents accepteraient de mettre là leur enfant? Ils préféreraient aller à l'école américaine, payer 2 millions pour que leur enfant ressemble au petit Américain qui vit à Boston. C'est ça le malheur de l'Afrique actuellement. Alors, l'autre sujet que nous allons aborder très rapidement, c'est la question de l'immigration clandestine, un réel problème. Pourquoi les jeunes veulent toujours quitter le continent? On s'interroge, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes qui veulent toujours partir tout en sachant qu'ils peuvent trouver la mort à tout moment, que ce soit par voie terrestre, à travers le désert, ou bien par voie maritime, Rokhaya Daba Fall. Est-ce que seule l'absence de perspective réelle dans leur pays d'origine peut expliquer ce que d'aucuns qualifient de suicide carrément? Est-ce que, Lika, on s'est posé la question pourquoi Christophe Colomb a fait le tour jusqu'à atterrir en Amérique? Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi les Français ont traversé, enfin les Européens ont traversé l'Atlantique, tout le monde a traversé la Méditerranée pour arriver en Afrique, dans les côtes d'Afrique et les coloniser? Les coloniser, pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait d'autres forces, qu'ils avaient d'autres forces et qu'on avait d'autres forces qui n'étaient pas les mêmes forces. Est-ce qu'on se pose la question pourquoi tous ces Européens sont en train de faire des globetrotters autour du monde? Je pense que le problème de l'immigration clandestine n'est pas seulement un problème qu'on doit limiter à une fuite d'une économie en ruine. Il est vrai qu'on est dans une économie complètement en ruine parce que ceux qui réussissent, on nous a donné l'image que ce sont les sociétés françaises qui tiennent tout, pour ce qui est du Sénégal. En tout cas, les sociétés étrangères, dirons-nous, pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne. Il faut venir de là-bas pour montrer et tenir les richesses de chez nous. Donc, il est normal qu'on aille là-bas pour chercher ces richesses-là. Ne serait-ce que ça qui est tout à fait humainement compréhensible. Donc, on peut laisser un travail qui nous permet de nous nourrir, de nourrir notre famille. Parce que quand on voit le profil de ceux qui sont partis, on a vu des gens qui avaient du boulot, qui avaient des ateliers, qui marchaient, qui pouvaient nourrir leur famille. Mais pourquoi veux-tu limiter à quelqu'un son horizon à pouvoir avoir juste ce qu'il faut pour nourrir sa famille? Pourquoi il ne peut pas avoir d'autres visées? Pourquoi il ne peut pas aller chercher plus loin? Moi, je pense que le problème qui se pose, c'est que ça fait des lustres qu'on a nos pirogues. Et ces pirogues ont été faites par nous-mêmes, par les pêcheurs même. L'État n'a jamais mis la main dedans. Ça fait des lustres qu'on n'a que ça pour pouvoir aller chercher le poisson, aller là où on veut aller à travers les mers. Qu'est-ce que l'État a fait un seul moment, sinon vendre des permis d'aller chercher nos poissons beaucoup plus loin par des bateaux qui ont été construits ailleurs? Partout dans le monde, on encadre. L'État est là pour encadrer et aider à évoluer. C'est ça qui n'est pas fait. Et ces enfants, ces hommes, ces femmes auraient eu des embarcations beaucoup plus solides parce que l'évolution de la pêche aura fait qu'on en est arrivé là, je pense qu'on n'aurait pas parlé de ces noyades. Ils auraient traversé l'Atlantique. Peut-être qu'ils auraient été refoulés ou pas. Mais attendons un peu je veux dire, traitons cette question humainement. Voyons toutes les alternatives que quelqu'un a. Ne le limitons pas
au fait que, oui, économiquement, c'est la morosité, donc tout le monde s'en va. Non, 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 non. Il y en a qui s'en vont alors qu'ils ont le minimum. Il y en a qui ont envie de partir et il faut leur laisser cette envie de partir. Sinon, fermons nos frontières et demandons aux autres aussi de ne pas venir. Parce qu'ils ont cette envie de partir, de venir, des menuisiers européens. Combien y en a-t-il pas maintenant au Sénégal? Des métiers que tu confiais aux Sénégalais. Mais c'est eux qui le prennent à l'heure qu'il est. Ce sont des Français qui sont plombiers, qui sont menuisiers. Et le Sénégalais a l'art de dire que bon, ma maison a été, les portes ont été faites par un menuisier français. Et c'est comme si ça avait ajouté, alors qu'ils travaillent avec le petit menuisier sénégalais qui l'exploite. Je pense que le problème. C'est de la valeur ajoutée. Oui, c'est de la valeur ajoutée. De dépendance économique tellement forte qu'il pense qu'il est temps de rompre au lieu d'incriminer. Parce que quand je vois qu'on incrimine jusqu'à dire oui, 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 tu vas te suicider, personne n'a envie de se suicider. Personne n'a envie de mourir. Mais tout le monde a le droit de chercher plus loin et d'avoir envie de faire mieux. Nos richesses sont de l'autre côté. Comme disait l'autre, le chanteur, on va les chercher. Parce qu'ils nous ont pris ici. On va chercher ces richesses-là pour pouvoir vivre comme nous l'entendons. Ce n'est pas parce que j'ai un salaire d'électricien que je vais rester là à vivre petitement jusqu'à. Alors, j'ai une question pour Annie, une question. Rokhaya, j'ai une question. Je comprends. Oui, Rokhaya, je comprends votre colère, je la partage. Je pense qu'on ne peut pas être aujourd'hui africaine et mère et ne pas ressentir une certaine colère à voir autant de jeunes agglutinés dans des pirogues dont on sait ce qu'elles sont pour braver l'océan et aller voir l'Europe vieillissante et décadente. Alors, ma question c'est, moi je reste persuadée que l'Afrique est la réponse. Vous êtes dans un domaine, pour moi, qui a encore toute sa pertinence, toute son importance pour nos économies. Quelle peut être la réponse aujourd'hui de l'agronomie? Qu'est-ce que l'agronomie peut proposer à des jeunes, à une centaine de jeunes Sénégalais qui sont prêts à prendre la pirogue ce soir à minuit, par exemple? On a dit que l'Afrique pouvait se nourrir soi-même. Le problème de l'agriculture sénégalaise ou africaine de façon générale, ce n'est pas dans la production, ni dans les facteurs de production. On a tout pour réussir. On a tenté de mettre des jeunes intellectuels en faire des chefs d'entreprises agricoles. Ce n'est pas leur choix. S'ils n'ont pas choisi ça, ils ne pourront pas le réussir. Il faudrait que ça soit un choix. Mais le problème de l'agriculture n'est pas au problème de la production, ni des facteurs de production, comme je le disais. C'est le problème de toute la chaîne de valeur. On va laisser là nos produits parce qu'ils sont mal transformés, parce qu'ils sont transformés de façon telle que ça ne donne pas l'envie que les produits manufacturés qui nous viennent de l'extérieur nous donnent cette envie-là. Et nos produits vont rester là. Donc, c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut qu'on occupe. Il faut qu'on puisse transformer tel que l'envie, tel que le peuple le veut, tel que le consommateur le veut. On ne peut pas continuer à piler notre mil, alors qu'on sait que le mil, du point de vue gluten, du point de vue de tout ce qu'on réfute dans cette civilisation décadente, est beaucoup meilleur que tout ce blé blanc que nous importons, pour lequel on fait des pains blancs qui ne remplissent pas les ventres des gens, et chacun prend sa miche de pain et se sent civilisé. Quand on dit maintenant qu'on va faire du pain de mil, ça devient quelque chose de tellement lourd, de pas raffiné, de façon telle que la personne n'en veut plus. Tout est dans le problème de la chaîne de valeur, dans le problème de la transformation, une fois que les productions sont faites. Donc, cette chaîne de valeur est occupée par plusieurs types de métiers. Et c'est là où il faut qu'on agisse. Ce n'est pas seulement prendre des jeunes bacheliers ou des jeunes qui ont fait l'école un peu et les conduire blancs au niveau du champ, mais ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être derrière un tracteur. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire cela.
Mais par contre, si tu prenais ce jeune, tu lui dis, maintenant c'est toi qui vas acheter ce mil, c'est toi qui vas le transformer, et que tu l'aidais à avoir un matériel de transformation adéquat, il va te faire des beurres de cacahuètes. Les gens n'auront plus envie d'aller prendre du tigui-dégué qu'on ne sait pas comment ça a été fait. Il va te faire des beurres de cacahuètes pour pouvoir tartiner ton pain. Il va te faire des confitures où on n'a plus besoin d'aller chez Materna. C'est ça, c'est en fait ça. Mais est-ce que les gens ont envie de ça? C'est là le problème, parce que si on a ça, ça veut dire que l'Europe n'a plus de marché ici non plus. L'Europe n'a plus de marché. Tout ce qu'on prend de l'Asie, maintenant, quand tu vas dans les supermarchés, tu as la chair de poule. Tout nous vient. Et quand tu vas dans le rayon Afrique, le rayon Sénégal, alors tu vois des petits sachets de n'importe quoi, tellement mal emballés. Quand vous parlez de chaîne de valeur, c'est sur tous ces aspects-là qu'il faut agir. Parce qu'il faut dire qu'il y a dans des petites zones du Sénégal, dans des coins un peu reculés, les gens quand même prennent le temps de transformer nos produits, le tigédégué, le riz, le mil, etc., mais qui ne bénéficient pas de soutien réel, que ce soit de soutien politique, mais également de soutien de la population, c'est-à-dire même par rapport à notre façon même de penser, on estime que manger, par exemple, du tchéré qui a été transformé en Chine est plus valorisant pour quelqu'un que de manger un tchéré qui a été transformé à Kaolack ou bien dans le Ndoukoumane ou bien je ne sais pas quoi. Et dans les grandes surfaces également, et c'est là où l'État devrait agir, dans les grandes surfaces, on voit que les produits transformés, les produits locaux transformés au Sénégal, mais sont rangés au bas des étagères. Et les produits importés sont bien visibles et bénéficient également de publicité, etc., etc. Nous allons enchaîner avec Mme Aminata Dramane Traoré. Est-ce qu'au Mali, vous avez ces mêmes problèmes, ces mêmes préoccupations? Qu'est-ce que vous proposez comme alternative crédible et vraiment pérenne pour limiter les dégâts liés à l'immigration clandestine? OK. Ce sujet, hein, et je pense, Lika, que ce phénomène est l'un des symptômes d'une économie mondiale malade. Parce que ce que nous sommes en train de dire n'est pas spécifique au Sénégal, au Mali, à l'Afrique. Regardez le bras de fer entre Trump et les Centrafricains et Américains, ceux qui viennent de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Regardez du côté de l'Asie. C'est le monde entier, c'est le Sud global aujourd'hui asphyxié, dont les enfants, avant c'était d'abord les hommes qui partaient, mais les femmes émigrent, partent enceintes pour pouvoir accoucher ailleurs, là-bas. Le mal est profond, économique, politique, psychologique. Moi, je suis d'accord avec Rokhaya, mais la question, c'est de savoir, c'est pas la transformation, j'ai écrit un livre, Le viol de l'imaginaire. Qu'est-ce que tu achètes? Rokhaya, le jour où chacun d'entre nous, quand nous saurons que nous sommes la solution ou le problème, que chaque achat participe à la création de l'emploi, à la création de richesse. Il ne s'agit pas seulement de produire, mais quand c'est produit, si dans votre tête, vous avez le sentiment que bon, l'autre a meilleur goût, quand ce n'est pas venu d'ailleurs, je ne suis pas, mon statut personnel, mon statut social en dépend, vous n'achèterez pas ce qui est produit chez vous. On le cache ou pas. Parce que même si on les cache, Lika, si vous, en tant que consommateur ou consommatrice, vous savez que vous avez aussi la responsabilité morale et politique de contribuer à la lutte contre le chômage ou à la lutte contre la paupérisation des femmes. Quand j'entends parler de l'autonomisation des femmes, on nous aligne tellement de mots. Mais les femmes, tout ce qu'elles produisent, tous ces produits transformés, en dehors des foires, vous ne les voyez pas. Il n'y a pas suffisamment de boutiques où nous-mêmes, vous et moi, nous allons nous rendre en sachant qu'en achetant ce qu'elles ont transformé, c'est ça. D'abord, je vais me poser la question de savoir, je ne sais pas les conditions dans lesquelles ça a été fait, est-ce que c'est suffisamment propre, est-ce que ceci, cela, ainsi de suite, je n'achète pas. On va le mettre dans une station
d'essence ou dans une boutique de je ne sais qui, j'irai acheter là-bas. Donc le problème, ce n'est plus l'État, c'est nous-mêmes. L'aliénation, nous sommes tellement aliénés. Et le futur de l'Afrique, l'économie de l'Afrique et la seconde libération de l'Afrique, parce que nos indépendances ont débouché sur ce que nous voyons aujourd'hui, 60 ans après. Mais l'avenir va dépendre de qu'est-ce que nous consommons, ce que nous produisons, d'accord. Nous insistons sur la production, sur l'industrialisation. Mais qu'est-ce que nous consommons? Qu'est-ce que nous pensons que ce qui est produit ajoute à notre identité? C'est un problème de statut, là, n'est-ce pas? Donc, et les élites ne donnent pas l'exemple. Parce que nous sommes capables d'aller sur les chaînes de télévision prêcher pour le consommer local, mais au moment d'acheter, nous n'achetons pas. Donc, c'est pour ça qu'ils partent. Ne cherchons pas midi à 14 heures. L'ordre économique et politique mondial est totalement déglingué, injuste. Et la pandémie du Covid, de sa gestion, a mis tout ça à nu. Mais le problème aujourd'hui, qu'est-ce que nous-mêmes nous avons appris? Est-ce que tout ce que nous sommes en train de voir et tout ce qui saute à la figure aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables, nous, Africains, de produire aujourd'hui des réponses conformes à ces défis? Ou alors, si on ne le fait pas, personne, d'abord, nous ne pourrons pas regarder les autres droits des yeux. Et c'est pour cette raison, quand j'ai dit que ce qu'on a pu tuer en George Floyd, c'est la part de l'Africain. Adama Traoré, et c'est la part de l'Africain. Mais cette Afrique-là, aujourd'hui, tout le monde le regarde. J'enchaîne avec la question de Joe Biden, Kamala Harris. Ça, c'est une nouvelle administration. La manière dont ils vont prendre l'Afrique au sérieux ou pas, c'est jusqu'à quel point nous-mêmes nous sommes conscients du fait que nous servons le système ou alors nous voulons nous sauver. Alors, on va parler de ce point justement, ce nouveau partenariat voulu par Joe Biden dans ses relations avec le continent. Juste le temps de donner à Kourani Diarra quelques minutes pour analyser toutes ces déclarations-là en lien avec les migrations clandestines. Comment solutionner, régler ce problème définitivement? Ça ne sera pas certainement dans les médias, mais en tout cas, réduire quand même le drame. Alors, définitivement, je pense qu'il ne faut pas rêver. Hein. Pour que jeunesse se fasse, il faut que jeunesse voyage. Je pense que Raphaël l'a brossé au début de son intervention. On ne peut pas aujourd'hui accepter que des jeunes Européens de 16 à 30 ans voyagent partout dans le monde et qu'on dise non à l'Afrique, aux jeunes Africains. C'est juste pas possible. Je pense qu'ils prennent les pirogues parce qu'ils ne leur permettent pas de rentrer dignement, avec dignité. Moi, je dis que c'est une question de dignité humaine. On ne peut pas aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un journaliste sénégalais établi au Congo et qui devait rejoindre son poste à Lyon en France, à qui le consulat refuse le visa, juste parce que c'est pandémie, sans autre raison. Après, il était dans un état, je vous passe tout, et à un moment, je lui ai dit, il faut croire en toi. Je pense que ce que tu vas faire à Lyon, avec plus de dignité, tu pourras le faire en Afrique et réussir mieux que là-bas. Ils ne te feront pas de place. Ils ne font pas de place aux Africains. Maintenant, on voit de temps en temps quelques jeunes noirs dans les pubs, dans les séries télé, et voilà. Ils commencent à se mettre à la couleur américaine. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que naturellement, dans la vie de l'humanité, dans l'évolution de l'humanité, les hommes ont toujours voyagé. Moi, je ne suis pas Diarra, je suis pas venue ici par hasard. Mon grand-père, c'est au gré de ses voyages qu'il s'est posé au Sénégal et voilà, qu'il a rencontré sa jeune poulard qu'il a épousée et qui a fait le clan aujourd'hui. C'est ça l'humanité. Aujourd'hui, elle avait raison de dire, moi, quand je vais sur la petite côte et que je vois que tous les ateliers de menuiserie maintenant sont gérés par des Français et des Belges, je dis, qu'est-ce qu'on laisse aux jeunes Africains maintenant? Qu'est-ce qu'on leur laisse? Et s'ils viennent, c'est pas parce qu'il fait beau, c'est vrai qu'il fait super beau, qu'on a du soleil, mais même dans notre métier, même en tant que journaliste, on a eu des jeunes journalistes qui viennent, qui prennent des contrats locaux. Et on a beau dire aux jeunes Africains, vous allez là-bas. Moi, je préfère aujourd'hui que vous travaillez en Afrique, gagnez de l'argent, allez visiter les pays, allez apprendre de vous-même ce qui se passe dans ces pays-là et revenez.
voyez du pays et revenez. C'est à nous de construire l'Afrique, c'est pas à d'autres de le faire. On va clôturer l'émission parce que le temps qui nous est imparti est vraiment terminé pour parler quand même du premier discours du président américain sur l'Afrique. Comme l'évoquait tout tantôt Mme Aminata Draman Traoré. Et Joe Biden, qui dans son premier discours en direction de l'Afrique, veut engager son administration dans un travail commun avec les pays du continent. Qu'est-ce que vous attendez plus concrètement quand on parle de travail commun avec le pays du continent? On peut en tout cas déjà se féliciter qu'il soit intéressé à l'Afrique alors qu'on sait ce que son prédécesseur pensait de notre continent. Je crois qu'il faut qu'on soit proactif. C'est notre capacité de proposition qui est défiée ici. Qu'est-ce que nous-mêmes nous voulons pour l'Afrique et de l'après-Covid, de l'après-racisme systémique, et j'ajouterais chez nous de l'après-Barkhane. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une administration américaine qui a envie de faire différemment, autrement. Et il faut les prendre au mot. Moi, je dis, tous, j'ai omis d'ajouter dans mon analyse des flux migratoires le fait que les accords, tous les accords qui constituent aujourd'hui, qui handicapent notre sortie de crise, les accords monétaires, toute notre bataille pour le franc CFA, pour ce qui est de l'Afrique francophone, les accords de partenariat économique, les accords militaires, et nous sommes piégés à des degrés inimaginables, mais qui ne sont pas pris en charge par l'Union africaine et la CEDEAO, et ils sont dans les histoires d'élections et de transparence des urnes. Mais la transparence des enjeux qui doivent nous permettre, nous, d'être de véritables négociateurs face à ces gens, ils ne nous cachent rien. Ils disent qu'ils n'ont pas d'intérêt, d'amis, mais des intérêts. Donc, ils vont se battre pour leurs intérêts. Et l'après-Covid, ce ne sera pas de la tarte. Parce que les besoins considérables d'opportunités, d'enrichissement, et comment générer des profits juteux et les rapatrier, c'est ça qu'ils créent. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est tous divisés les uns, on est dos à dos. Le Sénégal et le Mali qui rêvaient de faire une fédération aujourd'hui, on est des concurrents. On est dos à dos entre États. Et nous, on dresse les Touaregs contre les gens du Sud. À l'intérieur aujourd'hui, et si le bon Dieu ne nous donne pas un coup de main, c'est les organes de la transition et la société civile et les partis politiques. En fait, ça va dans tous les sens. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans le vrai sujet. Le vrai sujet aujourd'hui est, comme toujours, de quoi les gens vivent. Vous ne pouvez pas créer d'emploi. Vous ne pouvez pas vivre décemment chez vous. Vous ne transformez rien. Vous attendez tout. On a parlé de l'éducation, mais on n'a pas parlé de quelque chose d'essentiel. Là, on est sur les médias, là. La fonction des médias. Rokhaya, vous avez raison, tout l'effort que nous fournissons et ce que vous voulez, ce que nous voulons promouvoir. Quand je regarde la télévision, que pèsent nos paroles et face au poids de la télévision, tout ce qu'on vend à nos enfants, tout ce qu'on vous demande dans les chaumières, les coins les plus reculés. Les gens n'ont peut-être pas d'eau, n'ont rien, mais ils ont une télévision. Tout le monde regarde, tout le monde veut consommer. Donc, il y a tout cela qui entre en ligne de compte. Et je dis, on ne va pas à l'essentiel. Une autre question fondamentale, et toute cette jeunesse-là, parce qu'on est passé, les migrants, les flux migratoires, c'est eux qui sont venus. C'est la France des 30 glorieuses qui est venue chercher les migrants. Le Sénégal et le Mali ont été des pays de départ. La criminalisation de l'immigration, ce phénomène, c'est pour ça que nos États, là où il faut mettre nos États en garde, il faut qu'ils arrêtent de criminaliser leurs concitoyens en disant qu'il y a du travail ici quand leur politique économique ne crée pas d'emploi. Moi, je suis en contact, je suis allée à Thiaroye et je salue d'ailleurs Yaye Bayam Diouf, tout ce qu'elle fait. Et chaque année, j'organise au Mali quelque chose qu'on appelle Migrance.
les Sénégalais viennent. Le jour où les mamans des Maliennes qui n'ont jamais vu la mer, leurs enfants sont partis, se sont noyés au large du Sénégal. Quand je suis allé à Thiaroye, et Yaye Bayam m'a expliqué comment, au large, à partir de Thiaroye, vous voyez les bateaux. Et là, c'est les accords de pêche. Est-ce qu'on ne va pas remettre tout ça en question, hein, au-delà des infrastructures, tous ces accords foireux qui font aujourd'hui qu'on nous regarde de haut alors que les problèmes sont connus. Mais c'est à la politique maintenant de prendre en charge ces questions-là. Donc moi, quand ces mamans, les 60 mères qui ont perdu leurs enfants, qui sont venus à Bamako, je n'oublierai jamais la rencontre entre ces mères de pays enclavés qui tombent dans les bras des mères de Thiaroye. Elles ont tout perdu leurs enfants. Et la plupart des gosses partent parce que je m'en vais pour ne pas voir ma mère crever la dalle, parce qu'elle n'a pas le prix de son médicament pour la tension, le diabète, et ainsi de suite. Tout le monde est tension et diabète en raison du surmenage. On a parlé de la complexité des problèmes, mais les problèmes sont connus aujourd'hui. Et il faut parvenir à lier le local et le global, le micro et le macro, et dire à nos dirigeants que nous avons compris et qu'aujourd'hui, s'il faut des mouvements citoyens, les mouvements citoyens doivent se saisir d'abord de ces questions. Quelle alternative économique? Rokhaya Daba Fall, nouveau partenariat, nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et le continent. Qu'est-ce que vous mettez dans ce partenariat? Ce que je mets dans ce partenariat, ça peut venir que de nous. Ça peut venir que de la dignité dont parlait Corani tout à l'heure. Ça peut venir que de notre statut nous-mêmes. Ça peut pas. Je n'attends rien qui nous soit donné. Parce qu'il n'y a rien qui se donne. Rien ne se donne dans cette histoire. Si nous-mêmes, nous ne prenons pas en main et que nous posons sur la table des offres qui nous valorisent, nous n'aurons rien. Que ce soit Trump, que ce soit Biden, que ce soit un autre, il n'y aura rien qui ira dans le sens de notre développement si nous-mêmes, nous ne prenons pas en charge de ce développement. Ça, c'est... Biden va travailler pour l'Amérique. C'est clair. Pour les intérêts américains, et c'est tout à fait normal. C'est à nous de travailler pour nos propres intérêts. Et une économie sans manufacture n'est pas une économie. Une économie sans monnaie propre n'est pas une économie. Et donc, nous avons ça, ces équations-là, avec les pouvoirs, s'asseoir autour d'une table, d'égal à égal, et poser nos problèmes et en bénéficier. Nous avons tout à construire pour pouvoir bénéficier d'un quelconque partenariat offert. Si nous ne construisons pas nous-mêmes, si nous ne changeons pas notre économie et que nous fassions des manufactures dans nos pays, des manufactures valables pour se vendre localement et à l'extérieur, si nous n'avons pas notre propre monnaie, moi je veux bien j'adore l'optimisme de Madame le ministre quand elle parle de après ceci, après cela, après cela. Moi j'ai difficile à parler de après parce que il y aura que des transferts. Barkhane est là pour le Mali. On va transférer le conflit bientôt. Ce sera toujours le Sahel. J'espère qu'ils vont bouger ailleurs. J'aimerais pas que ce soit tout proche, mais ils vont transférer parce que c'est juteux. C'est juteux et c'est toute une politique qui est vraiment mise en œuvre et ils savent où ils vont. Et c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour parler de cet aspect sécuritaire du Sahel, avec la militarisation à outrance du Sahel, la présence d'armées étrangères, MINUSMA, Barkhane, chacun parmi les grandes puissances veut également son morceau à grignoter dans le Sahel, parce que, comme vous venez de le dire, hein, plus rien ne se donne. Et j'ai vu Kourani Diarra acquiescer de la tête à chaque fois que vous parliez, vous, Rokhaya Daba Fall, ou Madame Aminata Dramane Traoré. Cela veut dire, Kourani Diarra, vous partagez effectivement les analyses de nos deux invités. Oui, et je suis heureuse de partager ce moment avec des femmes aussi engagées. Pour rebondir juste avec ce que Madame Fall disait en
terminant. Je pense que oui, effectivement, ils vont toujours déplacer les conflits ici et ailleurs. Tant que c'est sur le théâtre africain, c'est loin de leur peuple, ça ne dérange pas. Ils vont pas fabriquer toutes ces armes-là pour les utiliser chez eux. Ça, on le sait. Et c'est juste qu'on est en train d'enfoncer des portes ouvertes. Ça dure depuis tellement longtemps, on n'arrête pas de le dire. Et qu'est-ce qu'il faut finalement? On se pose la question. À un moment, on s'est dit il faudrait de l'alternance générationnelle en politique. Est-ce que ça suffira? Est-ce que, moi je dis souvent, là, Madame Traoré l'a dit, en parlant de Madame Diouf de Tiaroy, des mamans qui s'engagent, on a parlé de la consommation. Pour en revenir à la consommation, moi je dis toujours, j'ai débarqué au Burundi en 2007, j'arrive dans un pays où j'ai pas vu un seul pot de conserve. Je veux des haricots blancs, le groom me dit, c'est au marché, je viens, c'était la première fois que je consommais des haricots blancs frais. Même aux États-Unis, même en France, j'achetais mon pot de conserve et puis je me barrais. Donc voilà, un pays qui, quand je faisais venir de l'ail du Sénégal, mon cuisinier, il était dans tous ses états, il me demandait une tête d'ail ou quelques gousses pour aller montrer à sa femme. Et nous, on n'a pas, voilà. Et j'avais pris cette habitude de consommer des choses du terroir, simplement du terroir, que ce soit le fromage, que ce soit le beurre, tout était fait là. Et ça, nous, on devrait pouvoir le faire, même si on n'a pas certains produits au Sénégal. Moi, pour consommer du fognon, je fais venir de Bamako. Mais je pense qu'on a plein de mécanismes qui ne fonctionnent pas. Je prends l'exemple de la CEDEAO, je suis désolée, ça ne fonctionne pas. Faut-il repenser la CEDEAO? Il y a plein de choses qu'il faut repenser. Mais comment? Si c'est avec les mêmes hommes, on n'est pas sorti de l'auberge. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternance. C'est les mêmes hommes qui sont là depuis si longtemps que je pense qu'à un moment, dans leur tête, ils n'ont plus d'idées nouvelles. Il faudrait, moi, il me semble, qu'on engage plus de femmes en politique. Je ne le dis pas pour moi, je suis le contre-exemple, mais qu'on engage plus de femmes. Malheureusement, voilà, là où ça se passe, il n'y a pas de femmes. Il n'y a plus de femmes. À un moment de votre génération, oui, il y a eu des femmes qui ont eu droit au chapitre. On a eu au Sénégal deux premières ministres, c'était waouh, tout le monde était aux anges, on a été bluffés. Elles ont essayé de jouer leur rôle, mais on a bien vu que les hommes ne nous font pas de place. Il n'y a rien qui se donne. Donc, je pense qu'on a encore, voilà, c'est de la conquête à faire et qu'il faut oser le faire. Les États-Unis, Joe Biden, Kamala Harris, c'est bien beau, mais comme disait Rokhaya, ils vont travailler pour leur pays. Il n'y a pas un seul Américain qui sera élu pour travailler pour l'Afrique. Ils travaillent pour leur pays, ils vont chercher des marchés. Il n'y a pas de win-win. Je suis désolée, on s'est dit win-win, il n'y a pas de win-win. On vient, ils vendent, on achète. Il n'y a pas de marché. La Chine a fait de l'Afrique son marché après l'Europe. Et après, ils se font la guerre au-dessus de nos têtes comme si nous, on était des marionnettes. C'est ça. D'accord. Même si on est des marionnettes, à un moment, je veux dire, voilà quoi. C'est les marionnettistes qu'il faut dégager, ce n'est pas les marionnettes. C'est à nous de reprendre le contrôle, le cours normal des choses. Et je pense que les femmes peuvent constituer la bonne alternance. Mais bien sûr. En tout cas, Kourani Diarra, c'est sur ces mots que nous allons clôturer ce premier numéro de votre émission Loop. Et votre conclusion ouvre de nouvelles perspectives. On a déjà une idée très claire de ce que sera le contenu de la prochaine émission. Et j'espère que par rapport à Rokhaya Dabafal, par rapport à Aminata Traoré et surtout la qualité de leur réflexion, de leur analyse, etc. Ce ne sera pas votre dernière participation dans cette émission Loop, parce qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on aurait aimé vraiment vous entendre plus longuement. Malheureusement, le temps n'est pas très long. Merci beaucoup, Fall. Merci beaucoup, Aminata Traoré, qui, quand même, malgré un emploi du temps très chargé, a tenu quand même à honorer de sa présence ce rendez-vous avec Women First TV. Merci à la très chère consoeur Kourani Diarra, qui fera maintenant merci à vous, Lika, régulièrement les chroniques dans cette émission. Et merci en tout cas à la promotrice de Women First TV pour cette initiative qui a encouragé.
Merci à tout le monde d'avoir été là et à la prochaine. Merci.